Good afternoon, everyone, and welcome to Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'alignement des investissements et des objectifs climatiques. Tout d'abord, j'aimerais tous vous remercier de nous avoir rejoints et j'aimerais également remercier les intervenants d'avoir accepté de débattre de ce sujet si intéressant. C'est formidable de voir que tant de personnes sont intéressées. Après tant de cycles de négociations, comme on le soit, normalement, un accord devrait être conclu le 22 juin lors d'une conférence ad hoc. Ce webinaire a donc pour but de contribuer aux efforts entrepris par l'Union européenne pour mettre à jour le traité ainsi que les obligations qui y sont associées. Il y aura deux panels aujourd'hui qui discuteront des progrès réalisés dans la négociation. Dans un premier temps, nous verrons quelles sont les approches de la Commission pour réviser les normes et la compatibilité de TCE avec l'Union européenne. Ensuite, nous parlerons dans un deuxième temps du TCE et des objectifs climatiques par rapport aux accords de Paris. Nous aurons à chaque fois la possibilité d'entendre vos questions grâce à la boîte Q&A. Il y a aussi quelques questions d'ordre logistique avant notre premier panel. Vous pouvez bien sûr utiliser la possibilité d'écouter l'interprétation et ce séminaire est public, vous pouvez l'écouter ensuite. Si vous avez des questions à poser au cours du webinaire, envoyez vos questions sur le Q&A. Il y a la traduction en français et en anglais. Vous pouvez utiliser les boutons qui sont en bas de votre écran. Vous verrez l'icône qui indique interprétation et vous pourrez alors entendre la traduction simultanée dans votre langue. Encore merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et je me tourne maintenant vers notre modérateur pour la premier panel, Nathalie Sconi, qui est responsable des questions de stratégie politique à l'IIDD. Nathalie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Amandine. Et bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire intitulé « Mettre en adéquation les investissements et les objectifs climatiques ». Où en est la modernisation du traité sur la charte de l'énergie? Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Nathalie Panasconi-Osterwalder et je vais animer la première table ronde sur l'approche de la Commission pour réformer les normes d'investissement et aborder les questions de compatibilité du traité sur la charte de l'énergie avec le droit européen. Je suis absolument ravie d'être entourée d'un groupe d'intervenants de premier ordre. Nous allons tout d'abord entendre M. Nikolai Koplewski, qui est référendaire à la Chambre de l'avocat général Capita à la Cour de justice de l'Union européenne. Puis, nous entendrons M. Gerrit Westerhoff, qui est négociateur en matière d'investissement à la Direction générale du commerce, qui sera suivi de M. Laurent Ankersmith, qui est actuellement professeur adjoint de droit européen à la faculté de droit de l'Université d'Amsterdam. Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir la professeure Christina Eckers, qui est professeure de droit européen également à la faculté de droit de l'Université d'Amsterdam. Elle est aussi directrice de l'Amsterdam Center for European Law and Governance. La modernisation du traité sur l'achat de l'énergie est directement liée au débat en cours au sein de l'Union européenne sur le statut et l'avenir du règlement des différends entre investisseurs et États. Dans les arrêts de principe ARPA et Comstroy,
La Cour de justice a estimé que le règlement des différents entre investisseurs et États au sein de l'Union européenne violait le principe d'autonomie du droit communautaire. En outre, dans de récents accords de commerce et d'investissement, la Commission européenne a adopté des normes révisées de protection des investissements qui n'incluent plus le règlement des différents investisseurs et États et font référence au système dit des tribunaux d'investissement. De nouvelles approches ont aussi été intégrées en matière de normes de protection matérielle. Et la charte actuelle est loin, donc, de prendre en compte toutes ces nouvelles questions comme les questions climatiques. Et voilà pourquoi le Conseil européen a mandaté la Commission pour négocier un TCE modernisé, aligné sur les normes d'investissement révisées des accords européens plus récents. Et le Conseil européen donc a tenu compte, comme je le disais, de toutes ces questions, parce que le TCE est loin d'être aligné sur ces normes. Il constitue un traité d'investissement obsolète avec des normes de protection trop larges et un consentement l'ISDS. La Commission européenne a tenté de le faire au cours de 12 sessions de négociation ces 2 dernières années. L'une des questions clés de ce débat sera donc de savoir si l'Union européenne s'acquitte de ce mandat dans le cadre du processus de modernisation. Sans plus attendre, je vais me tourner maintenant vers nos intervenants. Chacun d'entre eux a 6 minutes pour s'exprimer et je donne tout d'abord la parole à M. Kulevatsky qui abordera les implications de l'arrêt Comstroy pour le traité sur la charte de l'énergie. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Union européenne et ses États membres et comment les tribunaux arbitraux prennent en compte cette situation? Monsieur Kulevatsky, vous avez la parole. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien tous. Permettez-moi de préciser d'emblée que je m'exprime bien entendu à titre personnel. Comme l'avez bien dit, je m'en vais aborder 3 questions dans les 6 minutes qui vous sont imparties. Tout d'abord, les implications de Comstroy, deuxièmement, la réaction des tribunaux, et ensuite, que doivent faire maintenant les États membres? Voilà, j'espère que vous allez pouvoir m'entendre correctement. Commençons par les implications. Comstroy estime que l'article 26 du traité sur la charte de l'énergie, qui est la disposition relative au mécanisme de règlement des différends de ce traité, est inapplicable entre les investisseurs de l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne. La logique suivante, c'est comme pour Achmea. Pour y parvenir, l'approche a été différente de Achmea. Tout d'abord, comme vous le savez, le TCE est composé d'un ensemble d'obligations bilatérales par rapport aux signataires du traité, par rapport aux États membres. Ces obligations lient les signataires de ce traité les uns aux autres. Mais le résultat de cette situation, c'est que ce nouveau système de règlement ne relève plus de l'article 19 de l'Union européenne. Comme les États membres ne peuvent pas convenir d'un système de règlement des différends qui applique ou interprète le droit de l'Union européenne et ne relève pas du champ d'application de l'article 19 du TCE, il ne peut y avoir d'obligation bilatérale créée par l'article 26 du TCE entre les États membres. Et comme la Cour n'a pas limité cette partie de l'arrêt dans le temps, cela a des implications non seulement pour les arbitrages en cours ou futurs des investisseurs européens contre les États membres de l'UE, mais cela a également des implications pour l'exécution des sentences existantes. C'est l'effet du fruit de l'arbre empoisonné.
car si vous n'aviez pas la compétence pour consentir à un tel système, toute sentence rendue sur la base de ce consentement ne peut pas être reconnue en tant que telle. Mais permettez-moi d'être clair sur ce point. Bien sûr, la Cour n'a pas jugé les dispositions de fond du TCE incompatibles avec le droit communautaire, et il y va seulement du mécanisme d'arbitrage. Donc, les dispositions de fond peuvent toujours être invoquées devant les tribunaux, même si, on en avait discuté auparavant, même si le cœur d'un tel traité disparaît, qu'est-ce qui va advenir de sa substance? Mais bon, c'est une autre question. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Quelle a été la réaction des tribunaux d'arbitrage? Eh bien, d'une certaine manière, elle était tout à fait similaire à ce qui s'est passé pour Armea, et il fallait s'y attendre. Très souvent, bien sûr, ce qu'on voit dans la presse, ce sont des réactions extrêmement dures. On voit l'utilisation fréquente du mot irrelevant en anglais, irrelevant, c'est-à-dire en aucun cas pertinent. Comme ce travail ne serait pas du tout pertinent parce qu'il s'agit d'une décision d'un sous-système du droit international et qui n'est pas applicable au tribunal infracapital. Donc, ces réactions ont été les mêmes avec Armea. Mais on peut également observer une réaction plus apaisée quand on voit la situation, par exemple, telle qu'elle a évolué dans l'affaire Crook contre l'Espagne. En l'occurrence, le tribunal a déclaré qu'il était regrettable, c'est un mot vraiment différent, qu'il y ait un tel conflit entre des Grundnormen, des normes fondamentales, alors que ce conflit, qu'un tel conflit issu de ce sous-système de droit international, le droit des Nations Unies, alors qu'un tel conflit était, après tout, prévisible. Et c'est vrai, quelle que soit la réaction que l'on puisse avoir, la ligne de fond est toujours la même et on en arrive à la même conclusion. Nous, les tribunaux, avons un mandat en vertu de cet instrument de droit international. Nous nous en tiendrons à ce mandat et nous rejetterons l'objection que cette juridiction nous a présentée tant que ce mandat continuera d'exister. Et franchement, je ne m'attends pas à ce que cela change. Mais alors, que faut-il faire? Que doivent envisager les États membres? Je pense qu'il devrait y avoir deux grandes lignes d'action. La première étant bien sûr proactive. Le premier réflexe ici devrait être de mettre à jour les déclarations des États membres sur les plaintes intracommunautaires pour qu'il n'y ait plus finalement qu'une seule déclaration de tous les États membres qui exprime une interprétation commune des États membres et qui pourrait donc être utilisée comme un moyen d'interprétation collective de la juridiction intracommunautaire du TCE. Mais ensuite, je préférerais voir non pas seulement une déclaration, mais un accord entre les États membres expliquant que l'article 26 du TCE est inapplicable pour eux et qu'ils acceptent de renoncer collectivement à tout droit d'extinction découlant de ce mécanisme de règlement des différends. Et la deuxième ligne de conduite devrait être plus réactive. À mon avis, ce qu'il conviendrait ici de faire, c'est de demander des injonctions anti-arbitrage devant les tribunaux nationaux et étrangers, comme ce que les Pays-Bas ont fait dans l'affaire Uniper contre l'Allemagne. Et il y a aussi un deuxième point qui a été souligné dernièrement par l'un des agences de la Commission, et il devrait y avoir aussi des plaintes en responsabilité civile délictuelle contre l'investisseur pour violation de l'ordre public de l'Union européenne. Après ces arrêts, donc Armea et de en engageant ces actions intra-communautaires en premier lieu, parce que si l'on veut circonvenir à tel système, l'on remet en question la politique de l'Union européenne. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci infiniment. Merci beaucoup, monsieur.
Monsieur Kuplewski, vous avez abordé directement les questions juridiques que nous voulions nous entretenir ici. Vous avez été très clair, j'espère que tout le monde a pu suivre, mais votre raisonnement était très logique sur le plan juridique et surtout vos conclusions. Je pense que c'est là un excellent point de départ pour notre discussion. Et maintenant, je donne la parole au docteur Angus, mais Laurent, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Qu'en est-il de la compatibilité du traité sur la charte de l'énergie avec le droit européen? Je vous écoute. Merci beaucoup, Nathalie. Merci également pour votre introduction. Merci de nous héberger, pour ainsi dire. Je suis ravi de vous revoir. Je m'excuse pour la qualité de ma voix. Je suis enrhumé depuis quelques jours. On vient d'entendre une introduction brève des questions liées au suivi de l'arrêt Comstroy qui se focalise beaucoup sur les obligations des États membres. Moi-même et la professeure Eckes ont écrit une étude récemment sur la compatibilité du droit du TCE avec le droit européen, c'est-à-dire communautaire. Et ceci concerne la question de l'arbitrage extra-européen. La conclusion principale de ce constat, je vais essayer d'être bref, est que le texte actuel du TCE est incompatible avec le droit de l'Union européenne. Ceci n'est pas étonnant, étant donné que le TCE a été négocié en 1994. Donc, il s'agit d'un accord assez ancien qui est entré en vigueur en 1998. L'opinion 1.17 a été émise il y a quelques années seulement, et ça, c'est l'opinion qui a fourni davantage de clarté sur la question de savoir si les mécanismes pour les négociations entre investisseurs et États peuvent être compatibles avec le droit communautaire. Il s'agit d'un document assez important. Je pourrais mettre le lien nécessaire dans le chat. Au fond, nous nous sommes focalisés sur deux questions. D'abord, la question de l'autonomie juridictionnelle du droit européen et la mesure dans laquelle le texte actuel du TCE est conforme à ce principe, et puis l'autonomie réglementaire, c'est-à-dire l'autonomie des institutions européennes d'adopter de la législation qui soit dans l'intérêt public et les problèmes auxquels les cours ou tribunaux d'arbitrage pourraient être confrontés en publiant des arrêts. Il s'agit d'une question compliquée, mais l'Union européenne elle-même, en tant qu'organisation internationale, et selon les mots de la Cour de justice, il y a un ordre juridique spécial. Et cela signifie que lorsque l'Union européenne conclut des accords internationaux, dans les mécanismes entre les investisseurs et les États et dans tous les mécanismes pertinents doivent respecter les caractéristiques spéciales du droit européen. Et ceci est lié à la juridiction de la Cour de justice et à la façon dont les traités de l'Union européenne envisagent le fonctionnement du droit de l'Union européenne dans les pays de l'Union, c'est-à-dire la manière dont on interprète ce droit à travers tous les pays membres. Le problème avec l'article 26 du TCE est que ce traité fournit un moyen de recours alternatif aux tribunaux nationaux. L'article 267 du traité de l'Union européenne
garantit que le droit européen est interprété de manière uniforme partout dans l'Union européenne. Le TCE, en fait, permet aux investisseurs d'évader, de court-circuiter l'application de cette application du droit européen. Donc, ça, c'est le premier problème. Car le TCE, cela n'est pas étonnant, étant donné opinion 1.17 notamment. La deuxième question est assez intéressante et nouvelle, et cela émane de la jurisprudence qui émane de 1.17, opinion 1.17, c'est-à-dire la capacité des institutions de l'Union européenne d'adopter des règles qui protègent l'intérêt public. Les tribunaux d'arbitrage ne peuvent pas avoir un impact néfaste sur ces procédures. Étant donné les normes très larges du TCE et étant donné la portée très large du TCE en ce qui concerne la protection qui est accordée aux investisseurs, ceci a un impact sur l'autonomie du droit européen à cet égard également. La Cour de justice a attiré l'attention sur les garde-fous qui existent, l'opinion 1.17, mais ces garde-fous ne sont pas présents dans le TCE, ce qui n'est pas surprenant étant donné l'ancienneté de l'accord du traité TCE. Je souhaitais simplement vous donner quelques idées principales de notre étude. Alors, évidemment, le sujet mérite une discussion beaucoup plus approfondie, mais je ne dispose que de 6 minutes. Donc, je mettrai ce lien sur le chat. Et puis après, peut-être que Christine Eckes pourrait faire du suivi. Donc, le lien est sur le chat, comme je viens de le voir, pour les personnes qui sont intéressées. Donc, vous avez le lien nécessaire dans le chat. Je crois que vous avez été très clair également. Donc, on vient d'entendre 2 interventions très claires sur des questions assez complexes. Merci beaucoup, Lawrence. Maintenant, j'aimerais me tourner vers M. Westerhoff. Dans le cadre du processus de modernisation, l'Union européenne a fait plusieurs propositions pour aligner le traité sur la nouvelle approche de la Commission européenne. Est-ce que vous pourriez brièvement expliquer ce que ces propositions recouvrent et la mesure dans laquelle la Commission parvient à obtenir ces changements dans le cadre de ce processus de modernisation? Monsieur Westerhoff, vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci d'avance de votre attention. Après 2 interventions très claires, je vais tâcher d'être clair également. J'aimerais vous parler de 3 aspects différents. Tout d'abord, de quoi s'agit-il dans la modernisation, ce que nous avons proposé et quel est l'état des lieux actuellement. En ce qui concerne la modernisation du TCE, de quoi s'agit-il? Quels sont nos objectifs que nous visons? Il s'agit de la nécessité de moderniser nos normes de protection des investisseurs. Plusieurs orateurs y ont déjà fait allusion. Il s'agit d'un accord assez ancien qui a besoin d'être actualisé. Notre deuxième objectif est le suivant, d'introduire des engagements clairs en matière de développement durable, y compris sur la transition vers l'énergie verte et les implications de l'accord de Paris. Qu'est-ce que nous avons proposé pour atteindre ces objectifs? D'abord, je vais faire 2 remarques liminaires. Tout d'abord, avant
les négociations, on a dû tomber d'accord avec toutes les parties prenantes pour savoir quels étaient les sujets dont on pourrait discuter. Et nous sommes maintenant liés par cette liste, cette fameuse liste. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu cette liste d'items, nous avons rendu public notre liste de propositions. Vous pouvez trouver cette liste sur le site web de DG3. Au mois de mai 2020, nous avions proposé les aspects suivants que l'on peut subdiviser en plusieurs piliers. D'abord, la modernisation des normes de protection des investisseurs. Ceci est conforme à notre approche très moderne. Et c'est similaire aux nouveaux accords d'investissement. Il s'agit de définir correctement des termes comme investissement et investisseur pour éviter que des sociétés boîtes aux lettres se servent du TCE. Nous avons rédigé des règles sur la dette publique qui sont très importantes vu la pandémie du COVID-19 et la situation actuelle en Ukraine. On voulait également s'éloigner d'une vision inéquitable du traitement juste et équitable. Et puis, dernièrement, en dernier lieu, le droit de réguler, de réglementer. En ce qui concerne le règlement des différends, nous ne proposons pas de modification de l'ISDS. Je pense qu'il y aura des questions là-dessus ultérieurement. Mais nous avons essayé d'améliorer le contexte en faisant des propositions sur la transparence des procédures, sur les dommages et intérêts, entre autres. Et puis, le troisième volet, c'est le développement durable. Là, nous avons proposé la mise en œuvre de l'accord de Paris, mais des accords multilatéraux, environnementaux multilatéraux en général, et nous avons essayé de faire un lien avec un mécanisme de règlement des différends. Nous essayons de recouvrir également la responsabilité d'entreprise sociale. Nous avons fait ces propositions en mai 2020. Nous avons fait une proposition supplémentaire l'année suivante, donc en 2021, qui traite de la définition de l'activité économique. Cette disposition définit l'application du TCE. Et là, on l'appelle l'exonération pour les combustibles fossiles. Donc, en fait, on ne prévoit plus de fournir une protection pour les investisseurs qui investissent dans le domaine des combustibles fossiles. Et il faudrait une période de transition de 10 ans. Donc, on l'appelle normalement l'exonération pour les combustibles fossiles. Où en sommes-nous maintenant? Je pourrais en parler pendant 2 heures de plus, mais évidemment, j'ai un temps de parole de 6 minutes et je suis lié par la confidentialité des négociations. Donc, je vais essayer néanmoins de vous donner quelques indications. En général, nous faisons de bons progrès, mais on n'y est pas encore. Ceci est lié à plusieurs aspects. C'est le fait que nous avons affaire non seulement avec les pays consommateurs, mais également avec les pays producteurs et les pays de transit, donc les pays qui ont des intérêts très différents. Donc là, on a affaire à des pays qui ont des niveaux de développement économique très différents et il y a des problèmes climatiques également qui sont impliqués. Jusqu'ici, nous n'avons eu qu'une seule réunion en présentiel. On s'est réunis très récemment à Bruxelles. Et comme vous le savez, la dynamique des réunions présentielles est très différente de celle des réunions en ligne. Maintenant, nous savons très clairement quelles sont les questions les plus controversées. D'abord, la définition d'activité économique et puis le développement durable et le traitement équitable.
Pour beaucoup de parties contractantes, ce sont des questions nouvelles et ce sont des questions qui changent, qui non seulement changent le caractère de la protection des investisseurs, mais la protection tout court. C'est ce que certaines parties allèguent. Certaines parties sont très axées sur la protection des investisseurs, d'autres sont plus intéressés par une approche équilibrée et d'autres s'intéressent beaucoup plus aux intérêts de l'État. L'approche de l'Union européenne est très unique, en fait. Il y a très peu d'organisations, de groupements de pays dans le monde qui ont une approche semblable à celle de l'Union européenne. En ce qui concerne la définition de l'activité économique, au départ, on avait proposé que ceci pourrait être applicable à toutes les parties contractantes. Ceci n'a pas été acceptable. Ce qui a été acceptable, ce qui a été accepté est une approche flexible conforme à l'accord de Paris, c'est-à-dire chaque pays, chaque État peut décider de champ d'application de l'exonération pour les combustibles fossiles pour son territoire. Nous travaillons encore dessus. Comme vous pouvez l'imaginer, cette discussion se focalise beaucoup sur la nature de la liste des éléments qui pourraient constituer une base d'un accord et puis le fait de savoir s'il s'agit d'une liste fermée ou ouverte. Puis la dernière question, c'est le développement durable. Vu de la perspective de l'Union européenne, on souhaiterait voir l'apparition de deux éléments. Évidemment, le pilier du développement durable crée certaines obligations, mais il faudrait un mécanisme de règlement des différends dans le cadre du pour ces différends. Puis en ce qui concerne le transit, nous avons convenu dans une grande mesure de beaucoup de dispositions, ou sinon nous n'en sommes pas loin. Mais je n'aimerais pas créer des attentes parmi vous que nous avons terminé. Il y a encore pas mal de points qui sont à définir, qui ont besoin d'être définis. Il y a encore un cycle de réunions qui reste à terminer pour toute la procédure. Vous avez probablement vu le document qui a été distribué vendredi dernier par le secrétariat du TCE qui a dit que toutes les parties ne sont pas prêtes à surmonter tous ces problèmes. Comme je l'ai dit, nous avons une conférence ad hoc qui aura lieu avant la fin du mois de juin. Avant cela, il y aura encore un cycle de réunions préparatoires. Et puis, entre-temps, nous avons des discussions très intensives avec les parties bilatérales. Évidemment, il s'agit d'un cadre plurilatéral, mais les avancées doivent être obtenues dans un cadre bilatéral plutôt que plurilatéral. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour vos explications, pour la transparence dont vous avez fait part. Merci pour votre intervention. Dont la structure était très claire. Merci d'avoir fait part de vos perspectives. Tout cela nous est très utile. Merci beaucoup. J'espère que nous aurons assez de temps pour discuter tout à l'heure parce que tous ces points sont si intéressants. Mais auparavant, je voudrais donner la parole au professeur Stella Eckes. Quel genre d'action l'Union européenne et les États membres peuvent envisager dans le cadre du processus de modernisation qui est envisagé? Nous avons une petite idée de ce qui pourrait se passer après les différentes interventions, mais on aimerait en savoir plus. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir organisé ce webinaire. Je serai très brève.
Je pense que nous avons compris que nous sommes confrontés à plusieurs aspects ici. Je dirais qu'à la lumière des négociations actuelles et du TCE, je ne pense pas que le TCE soit une forme modernisée puisse être compatible avec le droit communautaire, parce que même dans les propositions de texte telles qu'elles ont été soumises jusqu'à présent, je ne pense pas que nous ayons le feu vert de la Cour. Ça a été rappelé dans l'opinion, dans l'avis 120. Je crois qu'il voudrait mieux envisager autre chose. Peut-être que les tensions aussi sont de plus en plus importantes entre le TCE qui veut protéger le statu quo et l'Union européenne qui fait beaucoup d'efforts pour réduire donc les émissions de carbone d'ici 2030 selon certains engagements qui sont des instruments juridiques. Et donc la tension va certainement aller en augmentant. À propos des arbitrages qui vont être auxquels il sera procédé. Dans la plupart du temps, nous avons vu que ces arbitrages ont lieu à l'intérieur de l'Union européenne, mais ces arbitrages ne sont pas compatibles avec le droit communautaire. Et l'on essaie de circonvenir, bien sûr, cette interdiction, mais à la lumière de tout ça, c'est un prélude à votre question. Ce qui doit être fait, ce que doivent faire les États membres. Et là, je voudrais rappeler les obligations de loyauté de l'Union européenne et des États membres, à savoir agir à tout moment de manière compatible avec le droit communautaire. Et c'est une obligation très claire que la Cour a confirmée régulièrement, par exemple, dans le cas du BIT, par exemple, l'obligation de mettre en conformité les décisions avec le droit communautaire. S'il y a donc incompatibilité, il y a 4 possibilités. Un amendement, comme on l'a entendu tout à l'heure, qui est déjà en cours, on en discute actuellement. On va voir combien de temps cela va durer. Et nous ne savons pas exactement où cela va nous mener, où cette discussion va nous mener. Aussi longtemps que durent les négociations, aussi longtemps que les parties contractantes du TCE n'ont pas déposé des instruments de ratification, le TCE actuel reste en place, c'est-à-dire que nous sommes en train de regarder très loin, mais j'aimerais revenir tout à l'heure. L'autre possibilité, c'est le retrait. S'il y a un accord international qui permet le retrait de l'article 47 de TCE, c'est possible, mais simplement, les plaintes peuvent demeurer pendant 20 ans encore. Et la Commission, bien sûr, et le Parlement l'ont rappelé, il serait bon de pouvoir bénéficier d'un amendement étant donné que cette clause d'extinction dure très longtemps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nicolas Kuklewatski a déjà invoqué davantage de transparence. Une déclaration a déjà été faite en mai 2019. Ainsi, il y a donc une possibilité de mettre à jour cette déclaration pour des raisons de transparence en montrant clairement qu'il convient d'éviter les abus de droit. Il y a donc la possibilité de circonvenir à cette illégalité de l'arbitrage intracommunautaire en disant clairement qu'il y a une violation de la loi. Quant à savoir si cela va changer l'interprétation des tribunaux d'arbitrage, c'est une autre histoire, les déclarations donc unilatérales. En fait, il n'est pas possible sur un plan unilatéral et rétroactivement modifier le contenu d'un accord. C'est donc une interprétation qui ne va peut-être pas nous mener très loin, car il y a aussi des modifications intercées
à l'article 41 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il y a la possibilité pour les États membres, et c'est formidable d'avoir un tel accord. Nous avons donc l'Union européenne comme partie aussi au TCE, mais aussi différents États. L'on peut donc ici être très clair en évitant l'abus de droit, en changeant le site de l'investisseur et voir s'il peut y avoir aussi la possibilité de circonvenir donc cette possibilité, cet accord intersé. En outre, et c'est quelque chose qu'il faudra rajouter ici, cette obligation de loyauté ne s'applique pas simplement à l'Union européenne et aux États membres, mais aussi aux tribunaux nationaux dans chaque État membre. Au cas où un tribunal national ne satisfait pas à un arbitrage de l'Union européenne, ne donne pas son accord, il peut très bien revenir donc sur cet arbitrage. Toujours est-il qu'il est important d'éviter toute circonvention du droit européen. Et voilà pourquoi des déclarations doivent être faites très claires par rapport au TCE, être très transparent vis-à-vis de tout ce qui concerne l'égalité, parvenir à un accord intersé entre les États membres et pouvoir bénéficier aussi d'un retrait, le cas échéant. Merci. Merci beaucoup. Vous étiez très clair. Vous aussi. Je crois que vous avez soulevé un si grand nombre de questions. J'avais préparé quelques questions, mais je crois que je vais le mettre de côté. Et je vais m'adresser tout de suite à M. Westerhoff, qui va peut-être pouvoir répondre à ce que vient de dire le professeur Eckers, cette longue énumération. Auriez-vous des commentaires à faire concernant cette liste de ce que l'Union européenne pourrait entreprendre? Merci pour cette question. C'est une très vaste question. Effectivement, j'aurais mieux fait de dire merci pour ces questions au pluriel. Elle recouvre plusieurs aspects. Bien sûr, nous avons, avec la modernisation, proposition de modernisation, nous avons toutes sortes de raisons d'aligner le TCE sur le droit communautaire. Il y a plusieurs aspects qui ont été évoqués à ce sujet. Le Conseil nous a donné des directives en matière de négociation qui permettront d'aligner le TCE sur, enfin, est-ce qu'on pourra le faire, le TCE sur le droit communautaire. Un autre élément qui est important, à mon avis, lorsque le professeur Ecke a fait référence au retrait et à la clause d'extinction, ce sont des points, bien sûr, qui retiennent toute notre attention. Elle a évoqué plusieurs options, une déclaration, un accord intersé dans ce contexte interviendrait non simplement, pas seulement dans le contexte d'un retrait d'ailleurs, et ce qui n'a pas été mentionné, c'est qu'au niveau de l'application, au niveau de l'Union européenne, les tribunaux vont bien sûr être en alerte et je ne sais pas si c'est vraiment la solution dans le cadre du droit communautaire. C'est encore une option que je n'ai pas encore examinée de près. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu comme vous l'avez fait. Vous avez encore élargi les questions qui avaient été posées
en guise de conclusion, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, car j'ai une question de suivi à laquelle vous avez déjà répondu, je crois, mais vous avez dit que vous aviez un mandat de négociation et vous avez énuméré tous les points que vous êtes autorisé à aborder. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous aurez voulu voir mentionnés dans cette liste après coup? Est-ce qu'il y a des points qui vous manquent dans cette liste et, afin de déboucher sur un résultat concret? Non, voyez-vous, je m'en tiens entièrement au mandat de négociation et nous acquittons de notre tâche telle que nous a été confiée. Et quant à la liste de points sur lesquels vous êtes amené à négocier, vous êtes satisfait de cette liste de points pour vous assurer qu'il y aura une véritable modernisation. Oui, on a estimé que cette liste est suffisamment longue et couvrait suffisamment de points. Bien. Alors, Monsieur Koblowski, vous n'avez pas d'arbitrage intracommunautaire. Ce problème que vous avez identifié, est-ce qu'il pourrait être abordé dans le cadre du processus de modernisation ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Mais je ne vois plus Nicolas, je ne vois plus sa photo. Est-ce qu'il est toujours là? Je ne peux pas vous voir non plus. Vous avez éteint votre caméra? Ça ne fait rien. Si on peut voir votre nom, ça ne fait rien. Bon. Dans la mesure où je ne suis pas un chat. Bon. Bien. Votre question était, si j'ai bien compris, est-ce que le processus de modernisation traitera de toutes les questions soulevées par la Cour? Oui, les points soulevés par la Cour peuvent-ils être traités grâce au processus de modernisation ou bien est-ce qu'il convient de s'occuper d'autres aspects? Ou bien est-ce qu'on peut les traiter dans le cadre de ce processus de modernisation? Eh bien, tout dépend du mandat qui est remis à la Commission. La Commission ne peut s'acquitter que de son mandat si on dit que les questions X, Y et Z doivent être résolues, que des conséquences doivent être tirées des orientations données par la Cour, eh bien, il faut s'y tenir. Les conséquences en tirées, ce sont des obligations juridiques d'après l'article 262. Si le Conseil statue ainsi, c'est la position du Conseil et la Commission, elle se situe entre deux. D'un côté, elle est censée suivre le mandat du Conseil, d'un autre côté, elle est censée également définir une orientation, ce qui n'est pas toujours facile lorsque des discussions politiques sont en cours. Vous voyez, j'essaye de tourner autour de votre question. Et je crois que c'est un peu difficile à dire maintenant. C'est très difficile. C'est pas facile de dire si le mandat de modernisation satisfait à toutes les conditions qui ont été soumises. Mais c'est important, pour la Commission en tout cas. C'est important de dire, c'est que la situation est délicate. Oui, merci. On ne peut pas vous voir. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais je crois qu'au moins on peut vous entendre. Et cette discussion est vraiment très intéressante. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais me tourner vers Laurence et j'aimerais Anke Smith. Quelles sont les voies juridiques à envisager
pour forcer les États membres et l'Union européenne à prendre des mesures et à remédier aux incompatibilités existantes. When it comes to, let's say, an internal perspective, an internal EU law perspective, we have to be aware of the fact that, well, all acts adopted by EU institutions need to comply with the EU treaties. So that includes the Council's decision in 1998, the Council and Commission's decision actually, to conclude the ECT. Now, in principle, that decision can no longer be, let's say, directly challenged before the EU courts. Alors, excusez-nous, s'il y avait, M. Kuplewatski faisait référence, s'il y a, si donc la question devient pertinente, vous pouvez disposer d'une référence préliminaire et selon une procédure de référence préliminaire et demander à la Cour de justice si cela n'est pas exclu. Nous l'avons vu dans le passé. Ces questions ont été déjà transmises à la Cour de justice qui examine ce qui est possible selon les différentes juridictions dans les différents États. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a des options assez intéressantes à cet égard pour savoir si une telle question doit être soumise à la Cour de justice. Et à ce moment-là, on sait exactement ce qu'il en est, si cette décision est compatible avec le droit communautaire. Cela veut dire qu'il va falloir s'assurer rapidement si la question de l'incompatibilité à l'interne est bien abordée. Et si la Cour de justice invalide telle ou telle décision, il est important d'en tirer des conclusions sur le plan national. Donc, c'est donc une voie assez intéressante à suivre. Tout dépend de ce qui se passe au premier plan, au niveau national, avant que la Cour décide de statuer sur ce point. C'est une réponse très, très longue. Mais il est évident qu'une pression supplémentaire est exercée sur l'institution communautaire. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à ce qui a été dit. Non, 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 non. Non, non, c'est une excellente réponse. Je crois que c'est une tâche qui vous incombe aux acteurs de la société civile. Nous, universitaires, ça nous regarde un peu moins. Je crois que quelqu'un a posé une question dans le chat qui rebondit sur un commentaire selon lequel les investisseurs pourraient être attaqués en justice sur une demande basée sur la responsabilité civile si les investisseurs ont agi sachant que ce qu'ils allaient entreprendre était illégal dans le cadre du droit communautaire. Mr. Westerhoff, je ne sais pas si vous souhaitez répondre à cette question. Votre réponse sera sûrement très intéressante pour nous, mais peut-être que vos collègues souhaitent y répondre.
Est-ce que vous m'avez demandé de répondre? Enfin, il y a une question dans le chat sur le droit de la responsabilité civile et je voulais juste obtenir une réponse à cette question un peu difficile, un peu délicate. Si Monsieur Westhoff, vous souhaitez y répondre, je crois que, avec tout le respect que je vous dois, je crois que la question a été posée à Nikolai Kuplevatsky. Si cela crée des ennuis, j'en assume la responsabilité. J'ai fait un commentaire en disant que on doit être réactif si il y a une nouvelle affaire qui est initiée. Il arrive assez souvent que même suite construit, il y a des affaires qui sont lancées, qui sont initiées. Une action sur la base de la responsabilité civile est destinée à corriger un tort civil. On dit à un tribunal que telle et telle action est nécessaire pour protéger mon droit, pour corriger un tort qui a été commis. Il s'agit de la chose suivante. L'ordre public communautaire a été reconnu par les tribunaux non comme une ligne d'action séparée, mais comme un argument séparé. Grâce à École Suisse, nous savons que les dispositions concernant la concurrence dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne représentent l'ordre public, la politique publique de l'Union européenne et les dispositions du traité représentent cela. Et très probablement, d'autres dispositions du TFUE, par exemple l'article 267, je crois que Laurence dit que ceci est vraiment la pierre angulaire entre le dialogue, pour le dialogue entre les tribunaux nationaux et la Cour de justice. Il y a une disposition qui dit que la Cour de justice doit être la seule pour, mais vous pouvez aller devant un tribunal national. On peut dire que tous les tribunaux nationaux ont un système d'obligation en droit. On peut dire que cette disposition a été violée et vous pouvez exiger une sentence arbitrale en votre faveur. La Cour de cassation de Luxembourg y a fait allusion. La Cour de cassation a dit, bon, ce qu'on nous demande de faire ici, c'est-à-dire appliquer cette sentence arbitrale Mikula sur la base d'un traitement d'investissement bilatéral. Ils ont utilisé le terme trouble manifeste de l'ordre public. C'était la source de la JUIC. C'est quelque chose que l'on ne peut pas, avec laquelle on ne peut pas aller plus loin. Nathalie, il s'agit d'un débat très intéressant et passionnant qui stimule nos pensées. Malheureusement, le temps nous manque déjà. Donc, je pense que je devrais commencer à passer à mes conclusions. Une question que je souhaitais vous poser à vous tous, est-ce que, dans un sens général, est-ce que nous manquons de temps? Quel est le moyen le plus rapide d'avancer vers une solution? Est-ce que vous pourriez répondre à cette question en l'espace de 30 secondes? Est-ce que nous arriverons très bientôt au bout du temps imparti et qu'est-ce qu'il faut faire pour fournir des résultats assez rapidement? Maintenant, je reviens vers M. Westerhoff et je vous demande d'être très bref.
Évidemment, il s'agit d'un grand défi de répondre à cette question. Je crois que la modernisation est l'option préférée et la modernisation va sûrement apporter les résultats les plus rapides. Il se peut que les résultats ne soient pas très rapides parce qu'il faudrait une conclusion du processus de modernisation et également sa ratification. Nous en sommes très conscients. L'alternative serait un retrait avec une clause d'extinction de 20 ans. Il y a toute une discussion parmi les États membres sur la possibilité de retrait. Donc, il se peut très bien que ça soit plus de 20 ans. En tout et pour tout, je pense que si on veut être réaliste, la modernisation représente la meilleure voie pour aller de l'avant en ce moment. Nathalie, merci beaucoup. Passons maintenant à Christina Eckes. Je vous pose la même question. Peut-être que vous pouvez rebondir sur l'intervention de M. Westerhoff. Madame Eckes, je suis beaucoup moins optimiste. Évidemment, je ne suis pas participante aux négociations. Je ne suis pas initiée. Mais si on part du principe que le TCE va rester en vigueur pour l'instant, mais je crois qu'une obligation dans le cadre du droit communautaire pourrait obliger les États membres à avancer. Certains États membres ont envisagé un retrait, donc il ne s'agit pas d'une situation statique. Donc, un retrait et la possibilité d'utiliser la clause d'extinction pourrait servir, surtout en matière de l'arbitrage intra-communautaire qui n'est pas autorisé. Ceci pourrait répondre à une part importante de l'arbitrage actuel. Et je pense que ce serait un processus qui pourrait s'accomplir plus rapidement que des négociations en vue des amendements du TCE. Là, on parle en termes d'années. Madame Osterwalder, merci beaucoup. Monsieur Kuplewatsky, est-ce que vous voulez rapidement nous indiquer votre point de vue avant de passer au deuxième panel? J'aime bien une affaire juridique intéressante. Si la pluralité des systèmes nationaux a permis la soumission d'une question à la Cour, à ce moment-là, je crois que ce serait on pourrait clarifier assez rapidement si on va dans le bon sens. Professeur Anker-Smith, je crois que nous avons déjà passé, nous n'avons déjà plus de temps vu de la perspective des changements climatiques, le temps de manque. En ce qui concerne la légalité, la question de la légalité, j'endosse ce que le professeur Eckes vient de nous dire. On doit avancer rapidement sur plusieurs fronts différents en même temps pour savoir si de tels accords sont compatibles avec le droit communautaire. Merci, Lawrence. Merci à tout le monde. Je vais me passer de ma conclusion. Nous n'avons pas le temps. Je m'excuse de ne pas avoir répondu à toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Je suis désolé de ne pas avoir eu le temps. Je remercie beaucoup tous les orateurs. Nous allons maintenant passer au deuxième panel. Amandine. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir animé cette première discussion. Je vais maintenant me tourner à Annalise Berthier, qui nous vient d'une autre organisation et sera l'animatrice du deuxième panel.
Before I leave, I think Anaïs had muted herself. Yeah, sorry about that. Je crois que Annalise, on ne pouvait pas entendre. Je m'appelle Annalise Berthier. Je travaille au sein du bureau de Client Earth à Bruxelles. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis l'animatrice du deuxième panel qui se focalise sur le lien entre les changements climatiques et le TCE. Suite aux discussions que nous venons d'entendre, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été exprimées du TCE ces dernières années, car il est considéré comme un obstacle à une transition vers des énergies plus propres. Comme nous l'avons entendu lors du premier panel, la charte contient encore des normes d'investissement qui sont obsolètes et ces dispositions ont souvent été interprétées d'une manière très large qui a permis à des investisseurs étrangers de remettre en question des politiques publiques comme nous l'avons dit, comme nous l'avons vu lors d'un différend récent qui oppose une entreprise privée et les Pays-Bas. Les difficultés vont sûrement augmenter à l'avenir, étant donné le fait que l'Union européenne a adopté et adopte encore une large gamme de politiques, y compris le soi-disant European Green Deal, pour accomplir la transition verte et pour répondre à ces engagements internationaux en matière de réduction des émissions. Donc, nous allons discuter du processus de modernisation du TCE, si on peut traiter la tension substantielle et si ce processus pourrait aligner l'Union européenne sur les objectifs internationaux en matière de des objectifs environnementaux. Nous avons parmi nous un avocat qui a beaucoup écrit sur les problèmes et les dangers de l'ICS, de sa perspective. Et Mr. Cahal va nous lancer le discours d'introduction. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à participer à cette manifestation. Le sujet du lien entre le TCE et l'ISDS est devenu un sujet assez favori, assez préféré. Et je suis ravi d'avoir pu écouter la discussion que vous avez eue lors du premier panel. Je dois souligner d'emblée que je ne suis pas un expert en matière de changement climatique, mais je m'y connais en matière de ISDS. En tant que participant actif dans le système, j'ai souvent trouvé que le système est dangereux. Et ça, c'était bien avant la découverte du lien entre l'ISDS et le TCE. J'aimerais mettre en lumière plusieurs points qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on pense à l'ISDS et les changements climatiques. Premièrement, on peut être sûr que les investisseurs et leurs avocats et les financeurs tiers et leurs avocats sont en train de préparer leur réponse à toute mesure gouvernementale qui risque de réduire ou d'endommager les profits qui font grâce aux combustibles fossiles. Il suffit de lire les newsletters des études juridiques. Quelqu'un a écrit que les litiges basés sur l'ISDS sera une voie d'avenir.
Et on a même proposé que des entreprises devraient changer leur structure d'entreprise pour les protéger. Et on a même proposé que cette restructuration devrait avoir lieu avant un changement des règles du TCE. Et le seul but serait d'avoir accès au ISDS. Which treaty would best protect the company against climate-related measures? So in just a few short lines, we have treaty shopping issues. En quelques lignes, nous avons plusieurs points importants à prendre en compte. Il s'agit donc de remettre en question toutes les actions menées contre le changement climatique. Et je crois que également ceci a un effet paralysant sur l'action des États. Pas besoin d'études. On l'a vu dans de nombreux pays, non seulement par rapport au climat. Les hauts responsables prennent en compte les risques de plainte RDIE dans leur prise de décision. Et ceci à cause de la prolifération ces dernières années de cas de très grande ampleur avec des décisions qui ont frappé l'imagination avec les millions de dollars qu'ils impliquaient. Et de nombreuses plaintes, en effet, on l'a vu, ont été couronnées de succès et cela a créé une sorte de gel, de paralysie sur le plan réglementaire. Et on a vu également que la définition de l'investissement et des FET, dans le cas du TCE, tout cela a été revu. Et dans le cadre de la MFN et la réaffirmation de la nécessité de réglementer, tout cela offre une possibilité néanmoins de changement dans la bonne direction, même s'il y a d'autres propositions comme celle sur l'évaluation qui pourraient être contre-productives. De manière générale, les propositions de changement vont dans le sens de ce qu'on appelle les traités d'investissement modernes qui ont pour but de limiter les abus que nous avons constatés dans l'interprétation des traités en vertu desquels d'ailleurs le RDIE a été créé. Voilà pourquoi il évoque le processus de modernisation du TCE à la différence de ce que fait le groupe de travail 3, que vous connaissez bien, n'est pas exclu tous ces points de ces délibérations. Et au bout du compte, néanmoins, des risques vont rester avec un effet paralysant sur l'action des pays en termes de réglementation. Il y aura toujours des tribunaux qui vont rendre des décisions qui vont nous faire dresser les cheveux sur la tête, comme on l'a vu avec l'affaire BOD Oro contre le Canada. Et il y a bien d'autres cas de ce genre à citer. J'aurais-il qu'on peut espérer que le processus de modernisation de TCE permettra un changement radical dans la façon d'aborder le changement climatique. Enfin, disons que ces espoirs pourraient néanmoins se voir pas véritablement pris en compte complètement. Ni même, cela me semble guère possible, ni à court terme, ni à moyen terme. En tant que participant au RDIE, je salue tout changement qui va dans la bonne direction. Cela veut dire afin de limiter les abus, afin de poursuivre des modes d'investissement qui soient satisfaisants et pas comme nous l'avons constaté ces 25 dernières années.
Pour moi, ce n'est pas simplement une question de climat, cela va beaucoup plus loin. La question fondamentale consiste à se demander si l'État doit assumer toute responsabilité pour traiter les questions d'intérêt public, y compris les questions de changement climatique. Ou bien est-ce que les tribunaux de RDIE, est-ce que les privés dans ce système devraient jouer un rôle important en déterminant les conséquences des prises de décision politiques? C'est intéressant de voir si les États, quelles sont les mesures prises par les États sont légitimes quand on voit les millions de dollars qui sont dépensés. Eh bien, si la réponse est négative, la réforme la plus importante du TCE n'est toujours pas là, pas proposée, à savoir la suppression de ces dispositions concernant le RDIE. Encore une dernière réflexion avant de terminer. Même si ces dispositions étaient supprimées ou bien comme si l'Union européenne était remplacée par un véritable système de tribunaux, ça ne veut pas dire que l'on prendrait pour autant des mesures permettant de faire face au changement climatique. Il ne s'agit pas de demander en fait aux États de prendre des mesures, il s'agit de supprimer les obstacles qui empêchent les États de prendre des décisions les concernant. Souvent, on dit que les États peuvent exercer librement leurs propres prérogatives. Aucun tribunal RDIE ne peut empêcher un État de le faire. Mais si l'exercice de la souveraineté s'accompagne de millions de dollars de dommages et intérêts, on peut se demander si la question de la souveraineté est toujours valable. Et voilà, et je pense, et je vais rester là. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ce message très clair que vous avez véritablement planté le décor comme il le convenait. Et merci d'avoir attiré notre attention sur les risques et les menaces que représente le RDIE vis-à-vis des politiques climatiques, mais pas seulement. Et maintenant, je propose de donner tout de suite la parole à nos 4 panélistes avant de lancer la discussion et avant de prendre des questions. Nous avons donc 4 panélistes remarquables. La première étant Éléonore Diantizou. Elle est avocate à Paris. Elle travaille au centre du au ciel, au centre du droit international. Et la première question que j'aimerais traiter, c'est la question de est-ce que le TCE est un obstacle à l'action climatique et quels sont les acteurs les plus importants et qu'est-ce que l'on peut faire pour limiter les risques par rapport au TCE? Éléonore, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Au nom de CEL, j'aimerais vous souhaiter tous la bienvenue, exprimer ma gratitude à tous les orateurs et modérateurs, ainsi qu'à Kathleen S. et à l'IDD pour leur travail remarquable dans l'organisation de cet événement. C'est la question qu'on m'a demandé d'aborder aujourd'hui est la suivante. Est-ce que le TCE est un obstacle à l'action climatique? Et si oui, de quelle façon? Et si vous n'avez pas été convaincu par ce que disait Georges à l'instant, j'aimerais vous donner des explications complémentaires. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que cette question n'est pas entièrement nouvelle. Et j'aimerais prendre un peu de recul pour vous fournir quelques informations sur les tendances générales concernant l'ISDS, non seulement concernant le changement climatique, mais aussi les questions générales relatives à l'environnement et aux droits de l'homme. À l'heure actuelle, 30% environ de toutes les affaires concernant le pétrole, le gaz et les mines ont des composantes environnementales. Et parmi ces 30% d'affaires, il y a eu un nombre croissant de plaintes d'investissement déposées contre des États en relation avec l'adoption de mesures environnementales, comme les plaintes déposées à la suite de la résiliation d'une concession minière en raison des préoccupations environnementales d'un gouvernement. Il y a aussi des plaintes visant à interdire certaines
C'est un type d'activité minière dans des zones protégées. Il y a aussi des plaintes découlant de l'imposition par le gouvernement d'obligations environnementales supplémentaires. Et donc, tout cela n'est pas nouveau, mais c'est une tendance qui commence maintenant à se déplacer vers des actions contre le changement climatique. Pourquoi? Parce que les mesures pour le climat pourraient priver les investisseurs de la valeur économique supposée de leurs investissements dans les activités liées aux combustibles fossiles. Et on a déjà mentionné quelques exemples comme RWE ou Uniper, comme dans les Pays-Bas. Ainsi, certains de ces cas sont fondés sur le TCE, d'autres n'entrent pas dans le cas du TCE. En tout cas, le TCE reste un élément clé dans tout cela et je reviendrai. Merci. Vous avez dit froid réglementaire, paralysie réglementaire. Outre le fait que les plaintes liées à l'action climatique existent, une autre chose particulièrement qui est en train de se passer en dehors de la salle d'audience. La menace d'un arbitrage d'investissement a également découragé l'action politique directement, car les investisseurs étrangers ont directement menacé les États d'utiliser l'ISDS si une mesure climatique spécifique était prise ou indirectement. Et ça, on l'a vu en France, et certains États comme la France ont ouvertement admis qu'ils avaient repoussé leurs échéances d'élimination progressive de l'exploration ou de l'exploitation pétrolière et gazière en raison des traités d'investissement et de la crainte de plaintes en matière d'arbitrage. Et il n'y a pas que la France, mais le Danemark, la Nouvelle-Zélande et sans doute aussi d'autres pays ont hésité à le faire. En fait, en raison de difficultés méthodologiques et de problèmes d'accessibilité aux données, il est impossible de quantifier précisément combien de réglementations étaient affectées par des plaintes réelles ou la menace de nouvelles plaintes. L'effet paralysant de l'ISDS est maintenant bien établi et dans le rapport, il a été mentionné dans le rapport du groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme qui a été présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies l'année dernière, et cela figure dans ma présentation, ou bien dans le tout dernier rapport du GIEC qui a été publié il n'y a pas si longtemps. Pourquoi le TCE est-il si important? Parce qu'il a joué un rôle important pour... c'est un accord plurilatéral spécifiquement dédié à l'industrie et au secteur énergétique et il lie plus de 50 États. Et il est aussi le plus fréquemment évoqué dans les litiges RDIE. Et certaines dispositions sont particulièrement préoccupantes. Je vais en mentionner deux maintenant et une dans la prochaine diapositive. Ainsi, si on regarde l'article 10 du TCE qui oblige les États à fournir aux investisseurs un traitement juste et équitable, et cela a déjà été mentionné dans le premier panel et par Georges, et qui est également interprété par les tribunaux du TCE comme incluant la protection des attentes légitimes des investisseurs, qui est à l'origine une construction artificielle provenant des tribunaux RDIE et signifiant que les États sont tenus de maintenir un certain degré de stabilité et de prévisibilité dans leur cadre réglementaire. Dans le contexte du changement climatique, en vertu de cet article, les investisseurs ont fait valoir qu'ils s'appuyaient sur des politiques énergétiques qui étaient en vigueur à un moment précis, ou peut-être l'État ne mentionnait pas encore de mesures spécifiques d'élimination progressive ou d'autres mesures climatiques. En outre, l'article 13 du TCE ne traite pas seulement de l'interdiction de l'expropriation, qui est la prise de propriété par l'État, mais il couvre également les mesures d'effet équivalents à l'expropriation ou ce qu'on appelle l'expropriation indirecte, ce qui soulève la question de l'application de l'article 13 aux mesures réglementaires qui affectent un investissement étranger. Il est également mentionné dans le... Pardon. Il est évident qu'il est très peu probable que les tribunaux d'arbitrage qui ont été établis sur la base du TCE permettront aux États défendeurs de justifier leur action en invoquant le droit européen. Et l'application du droit européen dépend également de la manière dont le droit est favorable aux investisseurs ou non. Aujourd'hui, nous savons très bien
aucun tribunal n'a envisagé de prendre en compte le droit international concernant le climat en interprétant les protections en matière d'investissement du PCE, que ce soit de manière générale ou bien dans le contexte particulier des cas, des affaires intracommunautaires. Et pratiquement, dans la plupart du temps, les tribunaux ont dit que le TCE avait prévalé sur le droit européen. Les réformes textuelles proposées sont-elles susceptibles d'empêcher le refroidissement réglementaire et de renverser, de réduire la suprématie des normes d'investissement sur les objectifs environnementaux? La Commission européenne a fait des propositions de texte pour la modification du TCE. Je n'ai pas le temps de couvrir cela en détail et j'espère que d'autres orateurs y reviendront. Et on en a déjà parlé lors du premier panel, mais très rapidement, je ferai deux réflexions. Le texte de mai n'a pas pour but de modifier l'article 16, ce qui est assez problématique. Et la question de l'expropriation est toujours sujette à l'interprétation des tribunaux. Il faut voir encore la valeur de tous ces points dans la pratique. Parfois, certaines interprétations sont plus favorables à des investisseurs, ou disons, ne tiennent pas compte de considérations écologiques. Et voilà, sur ces entrefaites, je voulais encore vous remercier et j'ai donc terminé ma présentation. Je suis prête à répondre à vos questions. Thanks a lot for that very clear and detailed presentation. Merci beaucoup pour votre présentation très claire et détaillée. Nous allons passer tout de suite à l'exposé suivant, que nous n'avons plus beaucoup de temps. Notre prochaine oratrice, c'est Lucia Bacena. Elle s'est spécialisée dans l'agenda d'investissement international. Elle va nous présenter un cas d'étude du TCE par rapport à plusieurs affaires juridiques qui ont été lancées contre l'Espagne. Lucia, vous avez la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour. Je crois que je vais vous présenter le cas auquel George a fait allusion. Les investisseurs transnationaux ont tendance à abuser des protections du traité. Depuis 10 ans, l'Espagne a reçu 50 revendications, dont 26 ont été résolues, 21 en faveur de l'investisseur. Cela signifie un taux de 80%, c'est beaucoup plus que la moyenne. Ceci signifie que l'Espagne est un pays très intéressant si vous voulez initier une affaire juridique. Et les investisseurs prétendent que l'Espagne les a traités d'une manière injuste et que le gouvernement a effectué des changements dans le système d'incitation. Mais ce n'est pas forcément le cas. Entre 2008 et 2014, plus de 8 décrets ont été approuvés. Et beaucoup des investisseurs qui sont impliqués dans les procédures juridiques actuellement ont commencé à investir après 2008. Pour le gouvernement de l'époque, l'explosion anticipée des systèmes photovoltaïques aurait créé des problèmes pour le réseau électrique national. Donc, le gouvernement a décidé de réduire ses subventions
pour protéger les consommateurs et les contribuables. Ces décisions ont été prises de manière souveraine. Au-delà de ces discussions, le TCE a bénéficié à un type très précis d'investisseurs internationaux aux dépens de l'Espagne. Donc, le TCE a tendance à bénéficier les investisseurs internationaux qui sont des spéculateurs. Et les investissements qui sont effectués par ces investisseurs, là, il y avait une coupure du son. Et les investisseurs sont souvent spéculatifs et même si ces investisseurs investissent dans des énergies renouvelables, souvent ils investissent en même temps et continuent d'investir toujours dans des énergies fossiles. Jusqu'ici, l'État espagnol a dû payer 1,1 milliard d'euros par le biais des dommages et intérêts. Les revendications du TCE ont créé un système de discrimination. Le système a tendance à faire déplacer l'argent vers les grandes entreprises aux dépens des entreprises espagnoles. Et les petites entreprises représentent 75% des investissements renouvelables en Espagne. Et le niveau, la barre qui a été là-bas a été placé à un niveau très bas. Et ceci fait que les grandes entreprises arrivent à réduire le risque en se servant des dispositions du TCE. Et merci de votre attention. Il y avait des problèmes de connexion. Donc il y avait des trous malheureusement. Merci pour votre exemple concret. L'orateur suivant est Lucas Schauk. Il est analyste international. Dans son travail, il se focalise sur la réforme de l'ISDS et sur la modernisation du TCE, entre autres. Est-ce que la proposition de l'Union européenne est une solution réaliste pour réduire le risque de litigation, de litige, ou est-ce qu'un retrait serait une meilleure solution? Bonjour tout le monde. D'emblée, j'aimerais remercier Georges pour son exposé d'introduction excellent qui, en fait, a répondu à beaucoup de questions. Néanmoins, je vais essayer de faire une contribution et essayer de répondre le plus brièvement possible à votre question. Les faits sont clairs. Lorsqu'il s'agit de lutter contre le changement climatique, il ne nous reste littéralement plus de temps et nous devons agir maintenant. Le dernier rapport du GIEC a spécifiquement mentionné le traité sur la charte de l'énergie et cette décennie est décisive pour l'action climatique et les changements réglementaires sont susceptibles d'avoir un impact majeur sur les investissements dans les combustibles fossiles protégés par le TCE.
Permettez-moi de vous donner 2 exemples rapides des ordres de grandeur dont nous parlons. Il y a actuellement au moins 61 centrales électriques au charbon qui sont protégées par le traité sur la charte de l'énergie et l'infrastructure globale impliquant des combustibles fossiles et qui est protégée par le TCE a été estimée à plus de 345 milliards d'euros, mais probablement beaucoup plus élevé. La question de la réduction du risque de litige fondé sur le TCE est donc extrêmement urgente et pertinente. Pour répondre à ces préoccupations, l'Union européenne a proposé au début de l'année 2021 une nouvelle définition des matériaux et produits énergétiques qui déterminerait en fin de compte le type d'investissement protégé par un TCE modernisé. Donc, l'Union européenne suggère tout d'abord que les investissements existants restent couverts par les dispositions relatives aux investissements du TCE modernisé pendant une période de 10 ans après l'entrée en vigueur. Cela signifie que les investisseurs qui investissent dans les combustibles fossiles existants, y compris le charbon, peuvent entendre des exactions ISDS pendant une période de 10 ans. En outre, l'Union européenne suggère que les investissements futurs dans les combustibles fossiles soient exclus du champ d'application du traité, mais avec de larges exonérations pour des investissements futurs dans le gaz fossile, l'hydrogène et certains gazoducs. Ces investissements exemptés continueraient à être protégés pendant au moins 10 ans après l'entrée en vigueur ou l'application provisoire d'un TCE modernisé. Comme nous l'avons entendu lors du premier panel, tout cela suppose qu'un amendement puisse effectivement être adopté. Comme nous l'avons déjà entendu, c'est loin d'être simple, car jusqu'à 53 parties contractantes devraient prendre une décision unanime pour adopter l'amendement. Mais certaines parties pourraient contrecarrer la procédure d'amendement en présentant un veto même à la dernière minute. Même si l'amendement est adopté et à l'exception d'une application provisoire qui pourrait être fragmentaire, il n'entrerait en vigueur que si plus de 3/4 de toutes les parties contractantes le ratifient, et seulement parmi celles qui le font. Donc, même si une proposition de l'Union européenne est adoptée et entre en vigueur, nous parlons d'un avenir assez lointain. Et qu'en est-il d'un retrait coordonné des États membres de l'Union européenne? Ceci est possible. Il suffit d'envoyer une notification écrite au dépositaire. Le retrait prendra un an après la réception de la notification. Mais comme nous le savons tous, le retrait déclencherait la clause d'extinction du traité qui stipule que les dispositions du traité continueront à s'appliquer à certains investissements existants pendant une période de 20 ans après le retrait. Il est important de noter que la clause d'extinction ne s'applique qu'aux investissements existants et que, contrairement à un amendement, selon la proposition de l'Union européenne, un retrait mettrait immédiatement fin à la protection de tout investissement futur dès sa prise d'effet. En outre, les États qui se retirent pourraient neutraliser la clause d'extinction entre eux en concluant un accord inter-C à cet effet avant de se retirer. Si l'Union européenne et ses États membres concluent un tel accord avant un retrait coordonné, cela éliminerait presque tout risque de litige concernant les investissements existants, étant donné que la plupart des procédures ISDS fondées sur le TCE sont engagées au sein de l'UE. En conclusion, un retrait coordonné de l'Union européenne et de ses États membres, combiné à une neutralisation de la clause d'extinction, pourrait presque entièrement éliminer le risque d'ISDS fondé sur le traité CE. En outre, il enverrait également un message politique clair qui pourrait bien convaincre d'autres parties contractantes du traité CE non membres de suivre le même exemple. Thanks for that really clear presentation as well, and for a start of a proposal for an alternative. So there is maybe hope. L'animatrice. Malheureusement, il y avait plusieurs coupures de son.
Columbia Center on Sustainable Investment at Columbia University in New York, where he focuses on climate-friendly sustainable investment policies and practices, and particularly in mining and energy. He leads the CCSI's cross-cutting work on climate. Maintenant, nous allons passer à notre dernier orateur. Quelles seraient les caractéristiques clés d'un changement du système? Merci Anaïs, merci à l'IST de m'avoir invité. Comme d'autres traités axés sur la protection des investissements et l'arbitrage, le TCE est fondamentalement mal aligné avec l'action climatique et les autres objectifs de développement durable, ou ODD. Il n'y a pas, pour atteindre les objectifs climatiques, il est essentiel d'investir dans la transition de l'énergie fossile vers l'énergie sans carbone. Il n'existe aucune preuve concluante que la protection des investissements ou l'arbitrage peuvent augmenter les investissements nécessaires à la transition énergétique. Un TCE moderne se concentrerait au contraire sur la gouvernance des investissements en accord avec l'action climatique et les autres objectifs mondiaux. Il permettrait de façonner et de réglementer les investissements dans les énergies respectueuses du climat, d'éliminer progressivement les investissements dans les énergies fossiles et de garantir une transition énergétique équitable. Tout d'abord, pour faire progresser l'énergie sans carbone, le TCE pourrait contenir des orientations et des engagements de la part des États sur la manière de réglementer les investissements dans l'énergie conformément à l'action climatique. Il pourrait favoriser la coopération internationale, la recherche et le développement, ainsi que les mécanismes de financement pour les investissements énergétiques en accord avec le climat, notamment dans l'efficacité énergétique. Le TCE pourrait établir des mécanismes de coopération pour relever les défis de gouvernance des investissements internationaux dans le secteur de l'énergie, notamment en matière de propriété intellectuelle et de transfert de technologie. Il pourrait également renforcer le droit et le devoir des États de prendre des mesures en faveur du climat en soutenant les systèmes administratifs et judiciaires nationaux afin de faciliter la réglementation et l'application des investissements. Deuxièmement, éliminer progressivement les investissements dans les énergies fossiles. Les entreprises du secteur des énergies fossiles savent depuis des décennies quelles sont les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre qui perturbent dangereusement le système climatique mondial. Elles savent aussi depuis longtemps qu'une politique climatique réussie doit affecter leurs profits et leurs affaires. Elles ont les moyens de s'assurer et de se diversifier en investissant massivement dans les énergies sans carbone. Mais au lieu de cela, en tant que secteur, elles ont imprudemment continué à investir dans l'extraction et l'exploration de combustibles fossiles, ont délibéré diffusé des informations erronées sur la science du climat et ont fait pression contre la politique climatique nationale et internationale. Un TCE aligné sur le climat ne se concentrerait pas sur la question de savoir si ces entreprises devraient bénéficier de la protection du droit international jusqu'en 2030 ou 40, et il n'habiliterait pas des arbitres privés à décider à huis clos du montant de la compensation. Au lieu de cela, les États adopteraient des engagements contraignants et des calendriers pour éliminer progressivement les protections et les incitations à l'investissement dans les énergies fossiles, y compris les subventions aux combustibles fossiles, et pour éliminer progressivement ces investissements dans les énergies fossiles eux-mêmes. Les États pourraient également établir des principes et des critères relatifs à toute compensation que les entreprises d'énergie fossile pourraient recevoir. Au minimum, tout paiement devrait être conditionné à l'interdiction explicite de le réinvestir dans l'énergie et les infrastructures fossiles. Et ceci m'amène à mon dernier point. Le TCE pourrait créer des mécanismes et un forum pour la coopération internationale sur la transition énergétique juste au sein des pays et entre eux. Il devrait protéger les droits et répondre aux besoins des États et des populations qui sont les plus vulnérables aux risques et aux coûts liés au climat et à la transition énergétique.
qui ne peuvent se permettre de les supporter et qui ont donc besoin d'aide. Le traité pourrait définir des principes et des critères pour protéger les travailleurs touchés par l'abandon progressif des combustibles fossiles qui auront besoin d'indemnités de licenciement, de filets de sécurité sociale, ainsi que de ressources et de possibilités de recyclage, etc. Les États pourraient également coopérer sur la manière de réduire les impacts disproportionnés de la transition sur les autres communautés locales et indigènes, ainsi que sur les populations et les contribuables en général. Les États pourraient s'engager à traduire ces principes et critères dans les lois et mécanismes nationaux tels que des commissions ou des groupes de travail sur la transition juste. Une transition juste est aussi une question de justice énergétique mondiale. Les pays à faible revenu ont les niveaux d'accès à l'énergie les plus bas, sont les plus vulnérables aux impacts du climat et de la transition énergétique et ont le moins accès au financement public, y compris pour les investissements énergétiques. Le TCE pourrait mettre en place des engagements et des mécanismes financiers afin de garantir que tous les États disposent de ressources adéquates pour investir dans les énergies à zéro carbone, contribuant ainsi à la fois à l'action climatique et à l'action universelle à l'énergie. Il pourrait même engager les pays à revenus élevés à payer les pays à faible revenu pour qu'ils gardent les combustibles fossiles dans le sol et investissent plutôt dans les énergies à zéro carbone. En conclusion, un TCE moderne devrait moins ressembler à un traité sur les privilèges des entreprises et davantage à une charte de l'énergie, tout comme la charte des Nations Unies et le traité fondateur des Nations Unies. Un TCE ambitieux d'un point de vue climatique serait à la base d'un système énergétique mondial juste et aligné sur le climat. Merci. Merci beaucoup, Martin, pour vos propositions sur la manière de moderniser le traité dont nous parlons. Maintenant, j'aimerais donner la possibilité aux autres panélistes de s'exprimer. Si vous souhaitez réagir au keynote speech. Et puis sur ce dont nous avons besoin pour vraiment soutenir la transition énergétique. Et peut-être qu'on pourrait commencer avec Eleonore. Oui, quelques réflexions. C'est important de revoir à fond le système et en même temps, comme nous n'avons que très peu de temps à disposition, le rapport du GIEC dit que nous n'avons que 3 ans pour limiter nos émissions. Que pouvons-nous faire dans l'intervalle? Et ce qui me préoccupe aussi, c'est de savoir comment neutraliser le RDIE concernant certaines de ces activités. Comment pouvons-nous essayer d'offrir une protection sur la base des traités qui comportent des clauses RDIE à l'intention donc des entreprises qui sont frappées par ces mesures? Que pouvons-nous faire? Ainsi, dans de nombreux traités, il y a des dispositions qui prévoient des exceptions pour l'environnement, des exceptions en général qui sont censées protéger l'espace de réglementation de l'État. Mais ces clauses ne sont pas toujours bien interprétées et nous devons nous demander pourquoi nous voulons changer le système, pourquoi c'est nécessaire, qu'est-ce que nous pouvons faire du système actuel tel qu'il existe, parce que nous sommes confrontés à toutes sortes de plaintes. Que faire? Est-ce que les tribunaux actuellement engagés dans ce domaine peuvent aider à faire évoluer la situation? D'un côté, la situation est urgente, de l'autre, tout le monde est au courant de la situation du changement climatique. Il est donc
important d'attirer l'attention sur ce qui se passe dans le domaine de l'industrie minière. Nous avons bien sûr besoin de l'extraction minière, mais cela a des conséquences sur les communautés un peu partout, en Amérique latine en particulier. La situation est très préoccupante. Donc, comment neutraliser l'impact de RDIE par rapport au système actuel? Comment renforcer les dispositions qui existent déjà, comme les exceptions environnementales? Est-il possible de persuader les arbitres d'agir différemment de ce qu'ils font? Voilà, je ne sais pas, ce sont là quelques questions que j'aimerais soulever. Il y a beaucoup à faire simultanément. Voilà. Merci, Léona. Lucas? Merci, c'est une question très intéressante. Je ne suis pas un expert en matière de changement climatique ni de politique politique et je n'aimerais pas trop m'avancer en ce qui concerne le droit des investissements pour soutenir les efforts des États afin d'aborder la crise climatique. J'aimerais simplement vous rappeler une phrase utilisée par Georges. Si la souveraineté arrive avec $1 million qui est assorti, il faut peut-être repenser à ce que signifie la souveraineté. Donc, voilà pourquoi la seule voie qui s'ouvre à l'Union européenne et ses États membres concernant le TCE, c'est un retrait en bonne et due forme coordonné et on sait qu'il a une base solide dans le droit international. Cela pourrait aussi impliquer la neutralisation de la clause d'extinction. Il y a eu des précédents d'ailleurs dans d'autres accords d'investissement. Et il y a eu aussi des signaux qui pourraient nous donner beaucoup d'espoir de la part de la France et de l'Espagne en particulier. Et quant à un éventuel retrait, le Danemark aussi s'est exprimé là-dessus. Donc, il n'exclut plus, tout ce qui n'exclut plus un éventuel retrait pour qui est donc du TCE, qui est en ce moment le traité qui génère le plus grand nombre de cas RDIE. Et la plupart de ces cas, en fait, concernent l'industrie fossile. Je crois qu'un retrait coordonné est la meilleure voie à suivre. Et en tant que société civile et en tant que membre de section, membre du secteur politique et académique, je crois que c'est la voie à suivre. Lucien, vous vouliez réagir? Oui, j'aimerais en revenir à la situation en Espagne, à l'affaire que j'ai évoquée et soulever la question parce qu'il y a des preuves bien claires d'un impact négatif du TCE. Le TCE pourrait très bien s'attaquer au projet, comme on l'a vu. Néanmoins, comme on l'a vu, ça a été confirmé en Espagne. Des groupes nationaux d'investisseurs étaient également concernés. Donc, même si l'on sait qu'il y a des risques d'investir en Espagne, ce pays, malheureusement, fait toujours partie des 10 principaux pays dans lesquels les investisseurs veulent investir. Et les experts disent bien sûr que la situation s'améliore en matière de planification énergétique. Il y a aussi une nouvelle loi sur le changement climatique qui a été approuvée récemment. Donc, il n'est pas question pour l'instant du TCE. Et on ne pense pas que les investisseurs sont moins attirés par les investissements d'Espagne compte tenu du TCE. Donc, le TCE protège bel et bien les investisseurs étrangers pour obtenir les bénéfices qu'ils espèrent.
mais il y a une bonne planification, une bonne infrastructure pour les investisseurs et le TCE n'a rien à voir avec ça. Autre question, si on pense que les politiques nationales vont dans la bonne direction ou non, et cela concerne également le développement rural, là, le TCE n'a pas d'influence là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Une dernière question à Martine. Quel rôle jouent les obligations? Quel genre d'obligations pourrait-on envisager pour les investisseurs dans le système actuel? Eh bien, merci pour cette question. Cela revient à ce que j'ai essayé de dire, comment le TCE pourrait soutenir les systèmes nationaux pour encourager la réglementation sur l'énergie. Les obligations concernant les investisseurs à tous les niveaux. Il faut attirer leur attention sur les normes existantes, les normes environnementales, la question des droits fonciers, des droits de l'homme, tout cela devrait donc relever de la compétence du droit interne et le TCE pourrait être donc la base, donner une base et former et donner des informations sur la manière de mettre en œuvre donc des investissements. Mais il n'y aurait pas y avoir des obligations directement dans le TCE. Et il ne faudrait pas aussi que les États membres aient à arbitrer une demande, une plainte quelconque. Et chaque État a déjà ses propres mécanismes en matière d'arbitrage. On pourrait envisager des obligations internationales, mais avec une exécution au niveau national. Le TCE pourrait créer des mécanismes pour faciliter l'application transfrontière de décisions administratives dans leurs États d'origine. Là où les multinationales ont des actifs, le TCE n'est peut-être pas le meilleur mécanisme parce qu'il a des rapports étroits avec les investisseurs dans le domaine de l'énergie, mais on pourrait mettre en place des obligations pour les entreprises et aussi des juridictions au niveau des tribunaux nationaux pour insister sur la mise en œuvre de ces obligations. Merci, Martine. Il y a une question sur le chat. Peut-être que les arbitres qui connaissent bien la loi de la physique et sciences concernant le climat prendraient d'autres décisions. Voilà, excusez-moi, il est difficile de se demander, il est difficile de savoir si une telle action pourra vraiment changer la situation, étant donné l'urgence de la crise climatique. Léonore, vous disiez qu'il faudrait changer la manière dont les décisions sont prises. Je regardais la deuxième question. Attendez, je relisais la question parce qu'elle n'était pas très claire. Je pense que, comme dans n'importe quel système juridique en France, il y a de plus en plus de formations concernant le droit environnemental et criminel dans le cadre du système judiciaire. C'est une bonne chose. Les juges doivent être formés. Ils doivent s'ouvrir à des perspectives nouvelles, des choses qu'ils n'ont pas apprises
dans leurs études. Et c'est la même chose pour les arbitres. Le problème avec l'arbitrage, c'est que juridiquement parlant, ils ne sont pas liés par les décisions des uns des autres et ils font référence aux uns aux autres, bien sûr, dans de nombreux cas. Néanmoins, il y a des décisions contradictoires qui sont prises. Lucia pourra en dire plus là-dessus. Ainsi, dans le cas de l'Espagne, nous avons le même type de mesures. Pour le même type de mesures, nous avons des décisions complètement différentes. Est-ce que l'on va traiter le changement climatique au niveau des tribunaux? Est-ce que cela va changer les choses? On traite les questions de changement climatique